Didier Deninx, c'est tous les jours Noël. Nouvelle parue le 10 août 1999 dans le journal L'Humanité. Il était une fois, mais écoute bien, car il n'y en aura pas de deuxième. C'est ainsi que ma mère commençait les histoires qu'elle me racontait chaque soir, il y a maintenant un demi-siècle, avant l'arrivée de la télé. Elle éteignait la lumière, tirait sa chaise près de la cheminée, puis elle se mettait à parler doucement, tout en remuant la soupe dans la marmite suspendue à la crémaillère. Il me suffisait d'observer les reflets du feu dans ses yeux pour imaginer tous les monstres qui naissaient sur ses lèvres et qui me terrifiaient. Au bord du sommeil, elle me rassurait d'un baiser sur les paupières, me chuchotait à l'oreille que mes rêves seraient plus forts que les ogres affamés, que les fées maléfiques. Tant qu'elle a été de ce monde, les combats que je livrais la nuit tournaient à mon avantage. Ensuite, je les ai tous perdus, ainsi que ceux du jour. Bien sûr, j'ai connu des moments de bonheur, mais je n'ai jamais su les retenir. Ils filaient entre mes doigts comme une poignée de sable blanc. J'ai tout fait pour maintenir ma tête hors de l'eau, 36 métiers, 36 misères. Il m'est arrivé de vendre des magnétoscopes à des aveugles, l'intégrale de Beethoven à des sourds, un VTT à une centenaire. J'ai passé des semaines à mettre au point une peinture grise, légèrement caoutchouteuse, avec laquelle je recouvrais les numéros perdants de millionnaire, de bingo, de blackjack, que je ramassais dans les caniveaux et que je revendais à moitié prix. Un jour, au Havre, je me suis embauchée sur un cargo minéralier qui filait prendre 50 000 tonnes de cette terre rouge où se cache le nickel en Nouvelle-Calédonie. J'ai débarqué en octobre à Nouméa, au début de l'été austral, et je me suis vite rendu compte que, là non plus, personne n'avait besoin de mes deux bras. J'ai traîné dans la ville blanche, le temps de dépenser ma paye de soutier, puis j'ai échoué dans un squat du quartier de la vallée du Tir. Aucun des types qui habitaient là n'était végétarien, mais ils subsistaient tous grâce à l'herbe que faisait pousser un de leurs copains à 3 kilomètres du Haut-Commissariat. Je tuais les journées, allongé sur une natte, le regard fixé au plafond, en écoutant les cassettes de Kaneka, qu'un Rasta Kanak enclenchait machinalement dans une chaîne délabrée. Je crois que j'aurais pu finir ma vie dans cette baraque, si, un soir de décembre, l'un de mes compagnons d'infortune n'était revenu au squat encombré d'un gros pochon qu'il venait de prélever dans une voiture garée fenêtres ouvertes devant la bibliothèque de Bernheim. Il a découvert en même temps que moi ce que renfermait le sac. Une houppelande rouge, un pantalon bouffant de même couleur, une paire de bottes et une barbe postiche. Tout au fond, il y avait encore un Polaroid avec son cordon de commande à distance et tout un stock de pellicules. Je lui ai acheté le lot avec le billet de la dernière chance, un 5000 francs pacifique qui était collé à l'intérieur de ma cuisse par un morceau de sparadrap. Je me suis déguisée dès le lendemain matin et j'ai arpenté les rues de Nouméa. Il y avait déjà des types à mon image qui suaient en rouge et blanc devant tous les magasins, tous les supermarchés. Et j'ai fini par me rabattre sur la baie des Citrons, envahie par les baigneurs. Pas un seul môme n'a accepté de venir s'asseoir sur mes genoux. J'ai fait ma première et dernière photo de la journée avec un couple de surfeurs japonais. Puis j'ai dormi sur le sable avec mon uniforme pour oreiller.
Au cours de la semaine qui a suivi, personne n'est venu me tirer la barbe pour se faire tirer le portrait. J'ai marché sous le soleil, avec des bottes qui me faisaient mal, la houppelande qui me faisait suer, sans même savoir où j'allais. Un matin, alors que j'approchais de Doumbéa, une camionnette bâchée s'est arrêtée à ma hauteur. Un Kanak rigolard a passé la tête par la fenêtre. « Alors, Père Noël, on est en panne de traîneau ?» Je l'ai regardé et tout a lâché d'un coup. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Il a ouvert la portière. « Allez, grimpe, je t'emmène !» Il s'appelait Abel et remontait vers le nord, sur la vallée de la Yengen. Je lui ai raconté ma vie tout au long de la transversale qui relie Koné à Point-d'Imier. La nuit tombait sur la poule couveuse et le sphinx de basalte qui garde l'entrée de la baie quand il a bifurqué vers une piste qui grimpait dans la montagne. Il a levé le bras à la hauteur d'un embranchement pour me montrer le village de Tiendanit, où reposent Jean-Marie Tchibaou et 10 de ses compagnons. Puis, il a encore fallu avaler de la poussière et se faire balloter sur la caillasse pendant une demi-heure avant d'atteindre la tribu de Tendo. Une 50aine de maisons, de cases, nichées au creux d'une vallée, que n'atteignaient ni les ondes de la radio ni celles de la télévision. J'ai présenté la coutume au chef en lui offrant un morceau de tissu, le manou, ainsi qu'un paquet de tabac. Il m'a ouvert les chemins du village en prononçant un discours d'où il ressortait que Tendo avait connu 3 événements importants depuis le début du siècle. L'arrivée des missionnaires protestants en 1909, l'ouverture de la classe d'école en 1944 et enfin, grâce à moi, la venue du Père Noël en 1997. Les femmes m'ont servi des crevettes de crique accompagnées d'igname, de patates douces, de manioc. Puis Abel m'a conduit dans la grande case que les hommes du village avaient construite 2 années plus tôt pour accueillir le congrès du Palika, un parti kanak indépendantiste. Les jours ont passé paisiblement et le 24 décembre, à 6 heures du matin, j'ai été réveillée par la chorale des coqs à laquelle s'étaient joints tous les enfants du village. Ils étaient rassemblés devant l'ouverture basse de la case et un silence craintif s'est instauré quand je suis sortie avec ma barbe blanche, ma houppelande, mon pantalon bouffant et mes bottes noires. Abel les a rassurés et les a installés un à un sur mes genoux devant la porte du petit temple. À la fin de la journée, j'avais épuisé mon maigre stock de pellicules et les polaroïdes trônaient en bonne place dans toutes les maisons en tôle de Tendo. Le soir, en attendant les 12 coups de minuit, on a dégusté un bougna de poulet cuit dans le lait de coco qu'avaient préparé Sidonie, Marie et Solange. Pour les remercier, je me suis installée près du feu où chauffaient les marmites. Et, toujours habillée en Père Noël, je leur ai raconté 2, puis 3 histoires maternelles que je croyais oublier à tout jamais. Le feu dansait dans mes yeux. Peu à peu, toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants se sont approchés pour m'écouter. Il faisait presque jour quand Abel m'a raccompagnée au seuil de la grande case. En me serrant la main, il m'a demandé si j'accepterais d'aller parler à la veillée dans tous les villages de la vallée. J'ai dit oui. Cela fait maintenant 1 an que je me promène dans les tribus de la chaîne, barbue et habillée de rouge. Je crois bien qu'au monde, je suis le seul Père Noël à temps complet. Chaque soir, je m'assois devant un feu qui fait briller les regards. Je laisse le silence s'installer
et je commence toujours de la même façon. Il était une fois, mais écoutez bien, car il n'y en aura pas de deuxième. Cette nouvelle a été écrite à Tendo, province nord, Kanaki, en octobre 1997.